Bienvenue à tous dans votre émission Multisport 24 qui parlera particulièrement aujourd'hui du handball puisque l'élection fédérale a été reportée une nouvelle fois. On parlera également du mini-foot puisque le Gabon va participer à sa première édition de la CAN de mini-foot le mois prochain. Pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois M. Mbinan Théodore. Il est président de la mutuelle des vétérans des handballeurs de l'Ogooué Maritime. Également à ses côtés, Rodney Ovono, avec qui nous allons parler de tous ces sujets, notamment le hand. Messieurs, bienvenue sur ce plateau. Monsieur Mbinan, comment ça va? Ça va. Le week-end, ça s'est bien passé? Très bien. Rodney, on s'amuse bien. On a l'Euro, on a la Copa América, on passe des journées tranquilles, oui, des soirées bien. Des journées tranquilles. On a eu un week-end assez festif toujours en matière de sport. Il faut dire que depuis qu'il y a eu le restart, donc cette période où il fallait redémarrer toutes les activités sportives après la deuxième vague ou la première vague de Covid-19, maintenant les choses sont en train d'aller bon train, même si aujourd'hui on est en train de vivre avec la pandémie. Ouais, mais on est quand même tout heureux parce que désormais on peut regarder les matchs de football, de hand, de basket. Et ce soir, nous parlons de hand. Monsieur Mbinan, dites-nous comment le hand se porte dans l'Ogooué Maritime. Je vous remercie déjà pour l'invitation sur ce plateau. Je représente effectivement la mutuelle des vétérans handballeurs de l'Ogooué Maritime, qui est une association qui réunit tous les anciens acteurs du handball, qu'ils aient été joueurs, encadreurs techniques ou administratifs, journalistes, membres du corps médical, donc tous ceux qui nous ont accompagnés. Nous avons donc mis en place cette structure pour aider le handball, donc aider les jeunes, aider les différentes structures sportives. Bon, pour revenir à votre question, le handball dans le Ogooué Maritime se passe très bien. Les compétitions provinciales se sont déroulées convenablement comme d'habitude. Malheureusement pour nous, le frein, c'est que nous n'avons pas pu participer depuis bientôt 3 ans aux compétitions fédérales. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de blocage. Tout à l'heure, vous me demandiez si j'ai bien passé le week-end. Oui, parce qu'il y avait quand même des matchs à la télévision, mais pas bien du tout à cause du report, ce report de plus de l'élection du bureau fédéral. Et puis justement, puisqu'on parle de report prévu pour se tenir le 19 juin dernier, l'élection du bureau fédéral de handball a été reportée. Un report sans doute prévisible et des questionnements. Suivants. La fin du tunnel ne semble pas être proche pour la Fédération gabonaise de handball. Alors que l'élection pour le renouvellement du comité exécutif du bureau fédéral était censée se dérouler ce 19 juin 2021, le président sortant de l'organe fêtier du handball gabonais, Ange-Marie Makila, a indiqué dans une note datant du 16 juin 2021 que l'Assemblée générale ordinaire élective est à reporter en raison du règlement des contentieux avec les ligues de l'Estuaire et l'Ogooué Maritime. Qui vote? Ce sont les associations. Donc c'est que ces associations ont un regard par rapport à la gestion de la chose publique. Et que si réellement les choses ne marchent pas, il faudrait bien que les associations qui ont mis en place ces bureaux se prononcent. Une décision qui intervient alors que les clubs, les ligues et membres de l'Assemblée générale de la Fédération estimaient n'avoir aucune lisibilité de la tenue ou non de ce congrès aussi important. Pour autant, la note de la FEGAHAND sous-entend que cette élection devait se dérouler en 2 phases. L'approbation des comptes de gestion et l'élection du bureau fédéral. 4 années de l'Olympiade, aucune compétition n'a été organisée. Bon, on va dire le Covid. Le Covid, il y a 1 an. De cela que le Covid est arrivé. Hein? Bien. Mais avant 1 an, il y a 3 ans qui se sont écoulés. Pourquoi les compétitions ne sont pas organisées? Si le dialogue semble rompu entre les associations, les clubs, les ligues d'une part et la fédération d'autre part, les premiers cités estiment que le bureau fédéral a failli. Les prochaines heures seront donc décisives pour les acteurs du handball gabonais. Renaud Vono, on vient de suivre le président de Stade Mandji, furieux quand même de ce que depuis 4 ans déjà, le handball, la Fédération gabonaise de handball n'organise
plus des compétitions. Est-ce que vous comprenez cette colère-là, surtout avec le report de l'élection du bureau fédéral? Oui, cette colère est compréhensible. Ce sont des acteurs du handball qui n'exercent plus leur métier. Cela fait pratiquement 4 ans, comme ils le disent. Et elle est d'autant plus compréhensible pour certains parce que le Gabon a quand même organisé une Coupe d'Afrique des Nations. Et cette Coupe d'Afrique des Nations devait être le moteur, devait être la locomotive qui devait tirer la discipline au Gabon. Et malheureusement, on se rend à l'évidence qu'après la CAN de handball, les choses ne se sont pas passées comme il le fallait ou bien comme on le souhaitait. Parce que rappelons-le que le Gabon a quand même fait une 5e place sur 10 nations. Et aujourd'hui, on se demande, mais pourquoi il y a quelques années, le handball fonctionnait, le handball était amateur, les choses allaient, et lorsqu'on est passé au niveau supérieur, donc peut-être le niveau semi-professionnel, les choses n'ont pas suivi. Ce que l'on remarque également, le constat fait, c'est qu'aujourd'hui, entre les ligues, les associations, les clubs et la Fédération gabonaise de handball, c'est le divorce. Il y a divorce. Ça ne se parle plus. Le divorce est clairement consommé. Le divorce, il faut le dire, est clairement consommé. C'est une communication de sourds. On ne se parle plus ou bien on se parle peu. Et c'est quand même dommage parce qu'en vérité, au-delà de ces querelles-là, ce sont les acteurs, donc les joueurs, qui en pâtissent. Pour preuve, lorsque vous ne jouez pas, vous devenez inactif. Et si vous devenez inactif, vous adonnez à d'autres activités. Malheureusement, pour le handball, c'est ce qui se passe. Beaucoup ont sûrement eu à faire des reconversions. Mais les générations qui n'ont pas pu jouer pendant 3-4 ans, ces générations-là sont perdues. Parce que lorsque vous étiez peut-être en cadet et qu'il fallait monter en junior ou bien U23 ou en senior, vous voyez bien que du temps a passé et que vous n'êtes plus dans la catégorie que vous étiez, dans laquelle vous étiez il y a quelques années. Donc ceux qui étaient en junior en 2018 n'ont pas pu jouer alors qu'ils devaient se retrouver en senior en 2021 par exemple ou en 2022. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées ainsi. C'est quand même regrettable que l'on en arrive là. Voici encore un report. On ne sait pas quand il y aura élection. Mais c'est vrai qu'on se pose aussi beaucoup de questions. Il y a élection le 19 juin, mais quel est le... Beaucoup de conditions n'étaient pas remplies. Il n'y avait pas des conditions. Le lieu même n'était même pas d'abord connu. Et ensuite, le collège électoral, à moins que je me trompe, n'était également pas connu. Théodore, vous êtes vétéran. Est-ce que les choses se passaient comme ça à votre temps? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui a bien pu se passer finalement? Expliquez-nous, dites-nous, avec votre regard de vétéran. Je pense qu'on fait dans la fourberie. On fait dans la fourberie. Les gens ne sont pas là pour le handball, ils viennent pour se servir. Tout à l'heure, le président du Stade Manji, je l'ai suivi, il disait ça fait 4 ans, il n'y a pas eu de compétition. Oui, ça fait aussi 4 ans. Toute une Olympiade où la fédération n'a pas tenu une seule assemblée générale. Et là, on se souvient que le ministre des Sports, je crois, au mois d'août 2020, a interpellé toutes les fédérations nationales afin que celles-ci organisent les assemblées générales. Toutes les autres fédérations l'ont fait, sauf la nôtre. Pourquoi cette léthargie? On peut spéculer. Ils n'ont certainement pas envie de rendre des comptes. Ils n'ont certainement pas envie de partir, mais on ne peut pas ne pas répondre aux injonctions de la tutelle. C'est quand même le ministre des Sports qui a demandé de tenir les assemblées générales. C'est le ministre des Sports qui a demandé aux assemblées générales, disons, aux fédérations de renouveler leur comité directeur. Malgré toutes ces interpellations, la Fédération gabonaise de handball voguait à gauche. Pendant ce temps, tout le monde était à droite. Il y a eu de multiples réunions. Les clubs et les ligues se sont réunis, ont même tenté de passer à la phase forte quand même. Mais ils ont joué quand même de sportivité parce que nous sommes des sportifs. Nous avons interpellé le ministère. Nous ne voulons pas arriver à des situations où c'est le ministère qui va venir nous dicter tout ce qu'on a à faire, alors que tout est clair, c'est simple. Je disais tout à l'heure qu'on fait dans la fourberie. On nous fait croire que l'élection du bureau fédéral ne s'est pas tenue parce qu'il y aurait des contentieux entre la fédération et 2 ligues, donc les 2 ligues phares.
Mais non, c'est Pour celle de Logo Maritime. celle de Logo Maritime. Mais pour celle de Logo Maritime, elle a été suspendue. Pourquoi elle est suspendue? Parce que le dossier du candidat à la présidence de la Ligue n'était pas complet, parce qu'il n'y a pas eu la présence d'un membre du bureau fédéral, mais ce sont des raisons qui peuvent amener à la suspension d'une Ligue. Il suffisait à la fédération, effectivement, de ne pas tenir compte de ce qui s'est passé lors de la dernière Assemblée générale et puis convoquer une autre Assemblée générale. Mais vous allez jusqu'à suspendre une Ligue. Qu'est-ce que ça cache derrière? Qu'est-ce que ça cache derrière? On n'a pas envie d'aller... Ce que je peux dire publiquement, il y a des candidats qui ressortent de Logo Maritime. Pour la présidence de la fédération. Pour la présidence de la fédération. Logo Maritime, au niveau du collège électoral, a un maximum de voix. Est-ce parce qu'il fallait éviter que ces électeurs Logo Maritime participent à cette élection qu'il a fallu suspendre la Ligue Logo Maritime? Non, ce n'est pas possible. De l'autre côté, au niveau de l'estuaire, ils vont organiser une élection sans la présence du ministère. Pour eux, ils dénient même au ministère l'autorité de justement de... Bon, heureusement qu'il y a des gens qui sont vigilants, qui suivent. L'élection donc de la Ligue de l'estuaire a été invalidée et il faut repartir simplement à l'élection. Là, il faut encore dans la fourberie, ils lancent, ils disent qu'on va repartir aux élections, mais ils ne donnent aucune programmation. Donc on ne sait pas quand vont se tenir les élections des deux ligues, on ne sait pas quand va se tenir l'élection du bureau fédéral. Vous comprenez que c'est des gens, je ne sais pas vers quoi ils courent, mais je ne sais pas exactement ce qui les anime. Oui, alors, Président, est-ce que, au regard de ce qui se passe, à quel moment la Confédération africaine peut, par exemple, interagir et parler, par exemple, de normalisation? Parce que j'ai l'impression que si les choses ne se passent pas bien, on est en train de s'acheminer vers une normalisation. Non, il ne faut pas qu'on aille trop vite en besoin. Nous avons la tutelle qui peut intervenir. Si rien ne se fait d'ici là, les clubs se réservent le droit, les clubs ont la possibilité de démettre une fédération. Mais il faudrait que ce soit la fédération qui ait organisé l'AG en question. Oui, mais cette fédération, je voudrais vous rappeler que son mandat arrivait à terme depuis décembre 2020. Donc, en fait, ils sont là pour assurer les affaires courantes. Vous ne pouvez pas assurer les affaires courantes et vous allez encore faire des nominations. Dernièrement, le président fédéral a nommé un secrétaire général. Ça n'est rien comprendre. Le secrétaire général nommé, c'était l'ancien directeur administratif de la fédération. Donc, mais c'est un technicien du ministère des Sports, donc rémunéré. Mais il ne peut pas en même temps être un technicien du ministère des Sports et être membre du bureau fédéral. Bon, il le nomme à quel moment? Au moment où on doit renouveler le bureau fédéral. Mais le secrétaire général qui avait été mis en place lors de l'élection du bureau fédéral, sortant, a démissionné depuis 3 ans. Et 3 ans durant, M. Ange Makila, président du bureau fédéral, n'a pas daigné procéder au remplacement. Bon, les textes disent qu'en cas de vacances, puisqu'on va considérer une vacance, en cas de vacances, il va chercher quelqu'un qui va mettre à la tête du secrétaire général. Mais seulement, il faut que cette nomination soit entérinée par la plus proche assemblée générale. Oui. Mais la prochaine assemblée générale, c'est l'assemblée élective. Alors, est-ce que cette nomination est valable? Non, au vu des textes, on va dire non. Au vu des textes, non. Alors, pourquoi l'avoir fait? Dans quelle intention il a choisi de mettre le directeur administratif secrétaire général? Bon. Président, bon, moi je parlais également, si je parlais du contact rompu entre les deux entités. Est-ce que pour le bien du handball, parce qu'aller au-delà des fédérations, des personnes, des ligues, des associations, il ne serait peut-être pas bien de s'asseoir et de se dire droit dans les yeux que ça, il faut changer ça. Allons-y sereinement aux élections et on change de bureau, surtout que le président fédéral ne se représente plus. Mais il refuse de s'asseoir. Avant qu'on ne parle, avant qu'ils terminent leur mandat, je crois à 3 mois de la fin de leur mandat, je me souviens bien qu'il y a un cadre du handball gabonais, M. Sylvain Miloko, qui avait interpellé la fédération pour dire « Asseyons-nous, réglons tout avant la tenue de l'Assemblée générale pour qu'on aille à une élection apaisée. » Ils n'ont pas voulu comprendre, ils n'ont pas voulu entendre ce qu'il a dit, et on se retrouve dans cette situation. Bon, mais
En fait, je ne sais pas ce qu'ils recherchent. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? On a une situation quand même assez compliquée. Vous l'avez dit au début de cette émission, c'est finalement les handballeurs qui en pâtissent parce que on va dire que la machine est bloquée. Oui, la machine est bloquée. À quel niveau? C'est la question à 1 million de francs CFA. Parce que si la machine elle est bloquée, parce qu'en vérité, la tractation se fait à tous les niveaux. Pour que les handballeurs jouent, il faut qu'il y ait un championnat. Donc, il faut que les ligues soient fonctionnelles. Il faut que la fédération soit fonctionnelle. Et finalement, cet écosystème-là va emmener peut-être le Gabon à participer à des compétitions internationales, dont les Coupes d'Afrique. Et c'est à partir de ça que le Gabon, par exemple, maintenant, pourra aussi se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Parce que, disons-le, le système de qualification en handball n'est pas, par exemple, le même que dans d'autres disciplines comme le sport. Ici, c'est la meilleure classification qui vous permet d'aller en Coupe d'Afrique des Nations. Alors que là, tant qu'on ne joue pas, tant qu'on n'a pas de championnat et tant qu'on n'a pas de fédération effective, eh bien, on ne peut pas participer aux compétitions internationales. Et puisqu'on parle de compétition, de Coupe d'Afrique, la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames qui s'est achevée le 18 juin dernier au Cameroun a vu pour la 14e fois l'Angola devenir championne d'Afrique. À la fin, c'est toujours l'Angola qui gagne. Cette maxime empruntée au football et à Gary Lineker trouve tout son sens tant les Palancas Negras dominent le handball continental. Ainsi, la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames, qui s'est achevée le 18 juin dernier, a vu pour la 14e fois l'Angola devenir championne d'Afrique. Les championnes d'Afrique de handball 2018 et 2021 ont battu des Camerounaises en finale de la compétition. Tétanisés par l'enjeu, les Lions se sont fait dévorer par les Panthères 25-15. D'ailleurs, la supériorité angolaise était perceptible dès l'entame de jeu. Et c'est logiquement que les champions d'Afrique en titre menaient 14-7 à la pause. Au retour des vestiaires, la tendance sera la même. L'Angola maîtrise son sujet et devient champion d'Afrique pour la 14e fois de son histoire. Score final, Angola 25, Cameroun 15. Un score logique donc. Au-delà de la victoire des Angolaises, ce sacre et les 13 autres précédents sont à l'image de la volonté de l'État angolais. Celle de mettre en place tous les leviers nécessaires pour la vulgarisation de la discipline dans le pays. Aussi, ce rendez-vous continental a été l'occasion pour les meilleures nations du continent de s'affronter, même si c'est encore l'Angola qui s'est distinguée. Mais à y voir de plus près, une nation manquée à l'appel, et non des moindres, le Gabon. Il y a encore quelques années, cette discipline était l'une des rares à mieux fonctionner, mais ça, c'était avant. Des acteurs de la discipline, aux candidats déclarés en passant par les observateurs, beaucoup s'indignent de la paralysie à laquelle fait face le handball au Gabon. Au moment où tous les acteurs cherchent une solution pour rebondir, l'Angola, le Cameroun, la Tunisie et le Congo-Brazzaville défendront les couleurs de l'Afrique au championnat du monde de handball qui aura lieu en Espagne en décembre prochain. Voilà, M. Mina, une compétition encore sans le Gabon, on est dessus? Plus que déçu. La compétition s'est jouée chez nous, je dis bien chez nous, c'est dans notre sous-région, c'est en Afrique centrale, c'est à 2 pas du Gabon. Même ceux qui sont venus d'ailleurs participent à cette compétition. J'ai vu des équipes comme celle du Madagascar, le Kenya, la Guinée, des équipes dont on ne parlait même pas en Afrique, mais qui viennent jouer en balle sur nos terres. Et nous-mêmes, on ne participe pas. Il y a un problème. Tout à l'heure, on parlait de cet énième report. Non, M. Ange Makila joue un peu à... Peut-être qu'il joue à cache-cache avec les gens. C'est eux-mêmes qui ont fait la programmation. On va commencer par les ligues. Après les ligues, on va aller à l'élection du bureau fédéral qui devait se tenir le 19. Ils ont attendu au dernier moment. Donc le 16, c'est le 16 qu'ils disent l'élection du bureau fédéral est reportée. Je crois que ça fait mal. Ça fait mal de se dire que le handball a quand même donné des beaux fruits. On en a qui ont joué à l'étranger. On a eu des générations au Gabon qui ont été des belles générations. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Mais on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre et que les choses vont bien se passer.
Parce que comparativement au football, par exemple, le handball, en termes de participation en Coupe d'Afrique, elle est un peu l'équivalent de l'équipe nationale de football du Gabon. Ah oui. Donc on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui le hand qui a toujours fait flotter le drapeau vert, jaune, bleu hors des frontières gabonaises, aujourd'hui se retrouve dans cette situation-là. Mais quand même, on parle beaucoup du Gabon, c'est vrai, parce que ça dérange, mais on a l'équipe d'Angola qui, comme toujours, c'était presque pas une surprise. Ça montre le travail qui a été fait par l'État angolais pour que ces filles-là arrivent à ce niveau. Il faut dire qu'elles ont rarement raté une compétition, bien même une finale. C'est vrai que c'est la Tunisie qui joue un peu l'ogre avec l'Angola, mais sinon à tous les coups, l'Angola à chaque fois se démarque. Mais la belle surprise par contre de cette compétition-là, c'est le Congo-Brazzaville. Ouais. Congo-Brazzaville qui va pour la première fois participer à un mondial. Là aussi, les choses ont été bien faites. Maintenant, après, le plus important n'est pas de se hisser, mais c'est de garder le cap et le niveau toujours progresser. Voilà, toujours progresser. Et c'est l'exemple angolais. Comme lorsque l'on va chez les hommes, c'est l'exemple égyptien, tunisien et encore angolais. Parce que ce sont toujours les trois mêmes équipes qui sont toujours en demi-finale de Coupe d'Afrique. L'Égypte n'a jamais été au-delà de troisième. Donc ça montre déjà qu'il y a un travail en amont qui a été fait pour qu'en aval, les choses se passent bien. La Tunisie également, c'est une grande nation de handball. Donc on a toutes ces équipes, tous ces pays-là qui mettent les moyens pour que ça avance. Mais il faut un championnat, il faut des structures adéquates, il faut que les hommes autour soient des passionnés pour que la discipline décolle. Dans certains pays, je vous assure, le handball est même mieux, si je peux utiliser le terme, vénéré que le football. Monsieur Bilan, est-ce qu'il faut dire que finalement, pour terminer cette mission, est-ce qu'il faut dire que finalement, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé entre votre temps où le handball, tout allait bien, et aujourd'hui, on a presque les larmes aux yeux quand on parle de hand au niveau du Gabon? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que c'est la volonté des hommes qui, aujourd'hui, fait en sorte que le handball est dans cette situation? Il y a quelque temps, peut-être 4 ans ou 5 ans en arrière, la fédération gabonaise était dirigée par le docteur Nicolas Sellé. Mais ceux qui sont là à la fédération ont bel et bien travaillé avec le docteur Nicolas Sellé. Pourquoi ne pas avoir magasiné, comment dire, ce qui est bien, et puis se mettre au travail? Oui, ils ont pris le relais, mais venez travailler convenablement. Bon, moi, quand je regarde l'Angola, je reconnais à peine une ou deux filles là, mais ils ont tout renouvelé. Mais puisqu'il y a une véritable planification qui est faite, le travail qui a été mis en place, et l'Angola reste toujours au top, même s'ils ont rajeuni leur équipe. C'est une équipe complètement rajeunie qui est là. Bon, on a fait, vous avez bien fait de le rappeler, on a fait une bonne participation, une bonne canne à Libreville, mais où est-ce qu'on peut aller? Comment maintenir cela? Ce n'est pas possible si on ne joue pas. On a beaucoup de jeunes sur le territoire, on a beaucoup de jeunes aussi qui sont sortis, ça veut dire qu'on a quand même une bonne équipe, même à l'extérieur, mais si on ne joue pas, ça ne sert à rien. Moi, j'interpelle effectivement mes frères de la fédération, parce que nous sommes d'abord avant tout des frères. On est tous gabonais. Qu'ils changent effectivement leur méthode de travail, qu'ils mettent rapidement une programmation pour qu'on élise pour les deux élections de ligue. Les ligues, c'est de l'estuaire de qu'on mette aussi la programmation pour l'élection du bureau fédéral. Et puis que le nouveau bureau qui vienne travailler convenablement. Et ce que je demanderais aussi aux frères, c'est de pouvoir respecter l'autorité. Donc il faut nécessairement tout faire pour qu'on revienne sur le terrain. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain. Merci. Je rappelle que nous étions avec M. Théodore Mbina. Il est président de la mutuelle des vétérans handballeurs de l'Ogooué-Maritime. Avec lui, Ronan Vono pour cette première partie qui prend fin. Messieurs, merci encore de votre présence sur ce plateau. Merci. Fin de cette première partie. On souffle quelques secondes et on se retrouve juste après.
Retour sur ce plateau pour la deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive. Ils m'ont rejoint sur ce plateau Patrick Nguema-Edou, vice-président chargé du développement de l'organisation de la FEGAMIF. Avec lui, nous avons également Estéville Bouya, il est directeur marketing commercial de la FEGAMIF. Messieurs, bienvenue sur ce plateau de Multisport 24. Merci encore. Merci beaucoup. Quand on vous voit, on doit penser à quoi? Mais au football. Au football, là, justement. Mais entre-temps, avant de nous entretenir avec vous, on va regarder ensemble ce magnifique entretien que nous a accordé M. Mamoudou Zougrana. Il est président de l'association Sport, Culture, Environnement de Burkina Faso. Nous organisons le camp vacances basket au Burkina Faso depuis 23 ans. Et comment est venue l'organisation de ce camp? Il faut dire que moi-même étant entraîneur, dirigeant et joueur, ancien joueur, nous avons remarqué que les enfants étaient laissés à eux-mêmes pendant les vacances. Et donc avec quelques amis, quelques entraîneurs, nous sommes dit, bon, comment occuper les enfants pendant les vacances? Vu que nous sommes des entraîneurs. Et voilà comment nous avons lancé ça en 98. Moi, j'étais parti à Bamako pour des vacances. Au retour, j'avais vu ces semblants de camp à Bamako. Et quand je suis revenu, bon, nous avons essayé de faire ça à Ouagadougou. Au départ, nous n'avons que 40 à 50 enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans les 500 enfants repartis sur 4 sites à Ouagadougou. Et c'est en train de prendre de l'ampleur. Et le camp marche à merveille. Nous avons des enfants aujourd'hui qui sont dans le championnat. Nous avons des enfants qui sont un peu dans les universités en Europe, qui jouent aux États-Unis dans des collèges, et j'ai les retours des parents qui me disent voilà où sont les enfants. Au début, nous avons commencé à donner l'amour du basket, mais à un certain moment, avec mon directeur technique, nous sommes dit qu'il faut qu'on aille au-delà de là. Et nous avons commencé à forcer, et à plus de cela, nous avons créé une académie. Une académie parce qu'à un mois, on ne peut pas tout faire. En un mois, on ne peut pas donner tous les béabas du basketball. Donc nous avons créé cette année une académie qui s'appelle l'académie Baby Basket Boukari Koutou. Et où nous prenons les enfants de 5 à 16 ans. Et nous avons commencé ça il y a 3 mois. Déjà, et à la fin de ce mois, nous allons arrêter et puis attaquer le camp vacances basket. Oui, concernant le Covid-19, il faut dire que nous en avons bavé. Nous en avons bavé quand nous avons appris ça. Il n'y avait pas d'activité sportive. Tout le monde devait rester chez lui à la maison. Et ça a été vraiment une catastrophe à notre niveau. Bon, avec quelques amis encore, nous sommes assis avec le conseil de quelques médecins que j'ai approchés pour venir nous donner des conseils. Et nous avons vu que, bon, si nous gardons encore les enfants à la maison pendant 2 mois, puisque l'école était fermée et tout était fermé, les enfants n'avaient pas d'activité, ça allait peut-être jouer sur le mental même des enfants. Et on s'est dit, bon, voilà ce que nous allons faire. Comme le ministère a dit, il faut laver les mains, il faut se désinfecter tout ce qu'il y a. Donc au début, nous avons payé des javel où on désinfectait les ballons. On désinfectait les ballons, les enfants viennent le matin, ils lavent les mains avec les cache-nez, ils rentrent dans le centre avec les cache-nez. Quand ils finissent leur entraînement, ils vont laver les mains au savon et on désinfecte encore les ballons jusqu'au lendemain chaque jour nous le faisions. Sincèrement, nous avons souffert par rapport à cette Covid, et moi particulièrement parce que ces enfants, les parents nous disaient comment nous allons faire avec ces choses. Et quand je les expliquais, voilà ce que nous faisons, bon, les parents étaient rassurés. Nous avons eu au moins plus de 400 enfants l'an passé qui sont venus, et nous allons encore le répéter cette année avec la même méthode. Et bon, Dieu merci, quand nous avons fini, nous n'avons pas eu de problème, et nous espérons que cette année encore, ce serait les mêmes. Et vraiment merci, et à très prochainement. Voilà, c'était ce magnifique entretien que nous a accordé le président de l'Association culturelle et environnement du Burkina Faso. Sur ce plateau, nous on parle de foot et de mini-foot. Dites-nous, qu'est-ce qu'on doit comprendre par mini-foot? Est-ce que ce sont les petites catégories? C'est quoi le mini-foot?
Alors, le mini-foot, ce n'est pas des petites catégories. Le mini-foot, c'est toutes les catégories. Contrairement à ce que les gens pensent en disant que le mini-foot, c'est juste pour les petites catégories. Non, dans le mini-foot, on retrouve les juniors, les cadets, les seniors. Donc, c'est toutes les catégories comprises. Il y a même les corpores dans le mini-foot. Donc, la différence peut-être que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que le mini-foot on joue déjà du mini-foot depuis. Dans nos quartiers, on joue du mini-foot. Parce que quand on dit, on pas big matché, 5 goal, c'est du mini-foot. C'est du mini-foot. 5 goals, c'est du mini-foot. Et d'ailleurs, on pratique du mini-foot tout le temps alors. On pratique le mini-foot tout le temps. Et donc, d'ailleurs, c'est même la réglementation au niveau de la CAF. Le mini-foot, c'est 5 goal. Mais c'est 14 joueurs. Mais dans le champ, c'est 5 goal. Donc, ce n'est pas rien que les petites catégories. C'est pourquoi nous, au niveau de Gabon, qui existe déjà depuis le mini-foot, parce que les gens le pratiquent depuis, tout le temps. On a pensé à créer cette fédération-là, l'histoire de fédérer tous ces petits clubs-là, toutes ces petites structures qui pratiquent le mini-foot au sein d'une structure qui régularise et qui dit voilà comment ça fonctionne au niveau international, voici les textes pour que, enfin, chacun se sente sur quelque chose de bien organisé. Parce que quand ce n'est pas organisé, après on fait tout et rien. Mais lorsque c'est organisé, on fait des choses de manière pratique et conformément à la réglementation nationale et internationale. Et finalement, cette réglementation nationale et internationale a payé puisque vous avez été invité pour prendre part à la prochaine CAN du mini-foot. Une première participation pour le Gabon. Déjà une victoire dans l'objectif que vous êtes fixé en créant cette fédération? Bien sûr. Aujourd'hui, on est affilié à la Confédération africaine de mini-foot, comme à la Fédération mondiale de mini-foot aussi. Donc là, dernièrement, nous avons reçu l'invitation de la Confédération africaine qui organise sa CAN à partir du 9 juillet à Ibadan, au Nigeria. Et nous avons eu l'honneur d'être invités. Et on est justement aujourd'hui en phase d'aller sur le Nigeria, représenter le pays et on l'espère valablement. Le 9, c'est plus loin. Le 9, c'est plus loin, Comment effectivement. les choses se préparent, surtout qu'il y a la Covid-19 qui est un peu venu bouleverser les habitudes. Justement. Nous, normalement, on avait une programmation définie depuis 2020. Malheureusement, le Covid s'imposant, on n'avait pas de choix que d'attendre que le gouvernement essaye de revoir ces mesures. Et comme tous les autres participants à cette CAN, ils ont subi les mêmes difficultés. Et aujourd'hui, la CAF a quand même tenu à organiser cette compétition derrière avec la participation du Gabon. Mais nous nous organisons justement à cet effet pour être le plus représentatif possible. Ça veut dire représenter le Gabon avec toutes ses valeurs, avec honorabilité. On parle de mini-foot. ST-Ville, un peu difficile, c'est un prénom qui est assez compliqué. On parlait de différentes catégories, mais pour cette CAN-là, le Gabon va représenter quelle catégorie? Les seniors. Les seniors. Je voulais abonder dans le sens de M. Esteville, c'est d'expliquer simplement que le mini-foot, c'est le football qui se joue dans les espaces réduits. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas d'autre analyse à avoir. C'est le football, mais qui se joue dans des espaces réduits. Et là, ce sont les seniors qui vont participer à cette compétition, qui se veut qualificative aussi pour le mondial. C'est une surprise que vous ayez été invité par la CAF? Non, parce qu'au vu de la correspondance de la CAF, elle respecte le Gabon. Elle considère le Gabon comme un pays de football. Une nation de foot qui véritablement fait ses preuves dans le monde du football. Nous avons quand même des bons et des grands ambassadeurs qui font parler la nation et ils ont jugé utile de nous convier à ce grand concert qui se tiendra au Nigeria le mois prochain. D'accord, on va revenir vers vous. Nous, on poursuit cette émission. Le chiffre 1 est notre stat de la semaine. Allons-y comprendre pourquoi. Le Gabon doit participer à sa première Coupe d'Afrique des Nations de mini-foot, une compétition qui aura lieu en juillet au Nigeria. Alors que le pays est logé dans la poule D de la compétition, les Panthères du Gabon peaufinent leur préparation pour leur première compétition et aller au Nigeria pour ne pas faire de la figuration ne semble pas faire partie des plans du Gabon. C'est d'ailleurs le souhait des autorités gabonaises du mini-foot, alors que la sélection nationale doit participer à la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire.
Ainsi, pour sa première compétition dans la discipline, le Gabon devra faire face à l'Algérie, la Zambie et la Libye. Les Panthères préparent donc leur compétition à travers 3 phases, lesquelles vont de la présélection à la sélection définitive qui ira au Nigeria. Nous avons trouvé là une opportunité pour mettre en place une sélection afin d'y prendre part et de voir la suite des événements, comment ils pourront éventuellement survenir. Sur le plan de notre préparation, nous avons mis en place un programme à compter depuis le 14 juin et nous sommes dans la première phase, à savoir la phase de présélection. La semaine prochaine, nous allons rentrer dans la deuxième phase et puis nous allons terminer avec la troisième phase qui nous conduira à un regroupement pour nous diriger directement sur Lagos. Pour le sélectionneur national, cette première Coupe d'Afrique des Nations de mini-foot a un double enjeu. L'objectif, c'est déjà d'aller dans cette compétition pour espérer aussi aller le plus loin possible. Certes, on va la découvrir, mais je pense qu'on a les moyens humains et en plus gagner un ticket pour une qualification en Coupe du Monde qui sera pour nous une première, mais qui sera aussi pour nous l'objectif à atteindre. Rappelons que le mini-foot est une variante du football traditionnel. Il se joue généralement avec 5 joueurs de champ et un gardien. L'objectif reste le même, marquer plus de buts que l'équipe adverse et remporter le match sur un temps imparti. Le Gabon veut donc mettre tous les moyens de son côté pour sa première participation en Coupe d'Afrique des Nations de mini-foot. Voilà, dites-nous, une première participation, comment se sont fait ou vont se faire les sélections? Comment sélectionner les joueurs? Comment ça se passe? Ok, nous on a précédé à une présélection, c'est-à-dire nous avons convié tous les clubs qui se sont manifestés au sein de nos ligues et derrière, malheureusement, n'ayant pas compétit, pour des raisons que nous connaissons tous, nous avons sollicité justement l'accompagnement de ces clubs en nous envoyant les meilleurs joueurs dans les différents postes, donc milieu de terrain, attaque, défense et gardien. Et depuis une semaine, il y a une présélection qui se fait au niveau de Vendo, où l'équipe technique s'attelle à ressortir de là les meilleurs compétiteurs que nous pourrons avoir. Il faut souligner qu'on peut avoir été un international dans le foot à 11 et se retrouver aujourd'hui dans le mini-foot parce qu'on intègre justement toutes les catégories possibles jusqu'au corpo. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Vous avez quelques... Bien sûr, heureusement encore, parce qu'on en retrouve beaucoup dans les différents clubs que nous avons conviés. Et je pense quand même que nous aurons une belle équipe avec des joueurs qui ont un potentiel quand même assez exceptionnel par rapport à la circonstance. C'est vrai que c'est la première fois. Est-ce qu'il y a un certain stress ou une volonté de vouloir bien faire? Bien sûr qu'il y a forcément une volonté de vouloir bien faire. Nous, et le sélectionneur national vous l'a bien signifié là dans le reportage, que nous ne partons pas pour faire une figuration, nous partons pour faire une bonne prestation. Nous partons pour représenter le pays et ce n'est pas une petite chose, c'est une lourde responsabilité. Et dans nos discussions encore, je disais que est-ce que vous avez vu que lorsqu'on a fait le tirage au sort, on n'a pas écrit Fégamif, mais ils ont écrit Gabon avec le drapeau. Ça veut dire qu'on part pour porter le Gabon. Et j'ai apprécié aussi le discours du sélectionneur lorsqu'il disait aux joueurs lors des sélections en disant que si vous sentez que vous ne pouvez pas rester, que vous avez été ancien international ou pas, si vous sentez que vous ne pouvez pas rester, parce que nous partons pour porter le Gabon. Et qui dit porter le Gabon dit amener des résultats. Et pour notre première participation, il serait très intéressant que nous puissions revenir de là-bas avec une bonne prestation et, pour ne pas dire, être parmi les 5 meilleures équipes qui vont aller à la Coupe du Monde. Le Gabon connaît déjà ses adversaires? Oui. On peut les citer? Oui, ça ne nous dérange pas. On a l'Algérie, on a la Zambie, on a la Libye. Voilà. Je pense que c'est des équipes qui sont jouables au vu du potentiel humain que nous avons. Donc après, on pense qu'on est à même quand même de ramener un résultat assez honorable, surtout l'ambition d'aller en Coupe du Monde. Ça, c'est le Gabon en rêve et l'idéal serait qu'on soit les premiers peut-être à y aller. C'est très intéressant de parler du mini-foot, mais le reste de l'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant.
Max Verstappen a remporté le Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet. Le Néerlandais qui a doublé son rival Lewis Hamilton à 2 tours de la fin conforte sa place de leader au classement des pilotes. La bataille entre Red Bull et Mercedes est loin d'être à son paroxysme. Le Français Hugo Humbert a battu André Rublev dimanche pour remporter son premier titre ATP 500 lors du Noventis Open à Halle. Le numéro 131 mondial est désormais 3-0 en finale du circuit ATP. Le Français a également remporté des trophées à l'European Open à l'Anvers et à l'ASB Classic à Auckland, 2 événements ATP 250 l'année dernière. Le pilote espagnol a dévancé le Portugais Miguel Oliveira et le Français Fabio Quartararo. L'Espagnol a remporté une 8e victoire consécutive sur ce tracé en MotoGP, signant également son premier succès dans la catégorie depuis le Grand Prix de Valence 2019, soit 1 an et 7 mois sans victoire. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo ont décidé d'autoriser les spectateurs locaux avec une gauge de 50% sur les sites de compétition et dont la limite maximale est de 10 000 personnes. Mais les compétitions pourraient se dérouler à huis clos si les infections au Covid-19 se multiplient à nouveau, ont indiqué les organisateurs. Merci à Maria Batista pour toutes ces informations complémentaires. Nous, on parle toujours de mini-foot, puisque le Gabon va participer à la première CAN de son histoire. Et puisqu'on parle de participation, on parle forcément de question d'argent. Il y a toute une logistique derrière. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez le soutien de la tutelle, par exemple? Bon, normalement, ça devrait se faire. Maintenant, on est toujours en attente. On a saisi la tutelle. Et on s'attelle, nous, derrière, à nous organiser sur le plan administratif et technique. Maintenant, on verra le retour du ministère de tutelle qui, derrière, pourra normalement répondre à l'attente, puisque nous partons pour représenter la nation. Et c'est vrai que sur le plan budgétaire, on était peut-être hors ligne, parce que peut-être la fédération étant nouvelle, ils n'ont pas tenu compte d'un certain nombre de choses, mais qu'à cela ne tienne, comme on dit, à circonstances exceptionnelles, dispositifs justement exceptionnels. Et là, c'est une occasion pour nous quand même de faire valoir le potentiel qu'a le Gabon, surtout qu'il est reconnu à l'international étant comme une nation de football. Il serait dommage que nous ne répondions pas positivement à cet appel qui, il faut le souligner, a quand même un double objectif, non seulement la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi la qualification pour la Coupe du Monde. Donc je pense qu'à partir de là, au vu de l'organisation qui est mise en place, la tutelle devrait pouvoir nous accompagner comme cela se doit. Et si on parlait de perspective de la FEGAMIF? Oui, beaucoup de projets. Je parle de projets, bon, on est convaincu qu'on va les matérialiser parce qu'on est quand même entouré d'une équipe assez objective et professionnelle, efficace aussi. Donc derrière, nous avons en perspective l'organisation de plusieurs compétitions nationales et internationales. Nationales, nous voulons lancer nos compétitions avec le tournoi Corporate Challenge, qui regorge la plupart des sociétés du pays et que nous emmenons vers des constitutions de clubs. Ça veut dire que ces entreprises-là, nous les amenons à devenir des clubs pour justement fixer un cap sur le plan organisationnel et véritablement avec nos ambitions de structurer ce sport, cette discipline de base qui peut servir demain au foot à 11. Donc tout ça dans l'intérêt du développement du football national. Au sortir de là, nous allons procéder à une formation, dans la formation des éducateurs et des arbitres, des formateurs, bien sûr, pour permettre justement à ceux-là de maîtriser les règlements et les conditions de pratique justement de cette discipline. Et nous allons passer à une étape promotionnelle, ça veut dire promouvoir la discipline en organisant une compétition inter-arrondissement, justement pour rendre la discipline beaucoup plus accessible
même si elle l'est déjà, mais essayer de structurer, justement, amener les gens à comprendre que c'est une nouvelle forme de foot, pas nouvelle en tant que telle, mais une possibilité de se refaire une carrière pour ceux-là qui sont sortis du circuit ou de se préparer à une carrière de footballeur professionnel pour ceux-là qui sont dans leur début. Donc après cette compétition qui sera le tournoi interarrondissement, nous aurons le championnat national. Donc après la constitution des clubs, parce qu'on essaye d'imposer une structuration à ces clubs-là pour qu'on évite de se retrouver dans des travers que le football normal connaît, entre guillemets. Et on veut amener chacun à porter sa pierre à la construction de cet édifice, justement, puisqu'il s'agit du football, il s'agit de nous tous, aussi bien les acteurs que les dirigeants. Donc nous souhaitons justement fédérer tout le monde pour avoir une même vision. Et au sortir du championnat national, nous aurons certainement la Coupe du Gabon. Et là, elle sera peut-être partielle parce que nous ne sommes pas encore présents sur tout le territoire national. Donc il y a 6 ligues qui sont constituées. Et là derrière, nous allons organiser une Coupe du Gabon qui va permettre à toutes celles-là qui ont des ligues de venir compétir parce que ce sera la représentation provinciale au lieu des clubs. Donc derrière toutes ces compétitions, nous avons, après le tournoi du Corporate Challenge, une qualification pour le champion, le vainqueur, au tournoi international, la Coupe du monde des clubs Tellement à Dubaï. de choses. Ouais. Le programme est vraiment bien étoffé, on espère parce que vous conviendrez toujours à Gabon 24 à venir vous couvrir les différents événements pour davantage vulgariser. De toute façon, Multisport 24 va toujours être disponible pour vous accompagner. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de boxe arabe? Boxe arabe? Oui, j'ai déjà entendu parler, mais trop regarder, trop suivre. On va prendre 2 ou 3 petites choses sur la boxe arabe, puisque le grand gala de Russie de boxe arabe a une fois encore été reporté en raison de la Covid-19. Ça nous permet d'en apprendre un peu davantage sur cette discipline et c'est dans Règles de sport. Vous l'avez certainement reconnu, il s'agit de la boxe arabe, la discipline d'Eric Ela-Bekale, le président de la Fédération africaine et des îles de boxe arabe. Salut à tous et bienvenue dans ce numéro des Règles de sport consacré à la boxe arabe. Pour en parler, nous sommes accompagnés du coach Mayombo, l'entraîneur national. Suivez-moi pour les explications. La boxe arabe, c'est un mélange de kickboxing et ajouter les saisies et des projections. Donc c'est la seule différence qu'il y a entre la boxe arabe et le kickboxing. Il y a le coup de genou, il n'y a pas de coup de coude. Quand vous mettez un coup de pied au niveau des jambes, ça compte 1 point. Quand vous mettez un coup au-dessus de la ceinture, ça compte 1 point. Les points qui comptent beaucoup plus en boxe arabe, ce sont les projections et les coups de genoux. Donc ça coûte 2 points. Quand vous faites une projection, une saisie plus une projection, dès que l'adversaire est tombé, ça compte 2 points. Et les autres coups, c'est 1 point, ça tourne autour d'1 point. Et les coups irréguliers sont sanctionnés. Les coups irréguliers, comme les coups de coude, sont sanctionnés. Maintenant, le coup de poing, c'est 1 point. Les saisies sont 2 points. Et normalement, ça varie entre 1 point et 2 points. On ne tape pas au niveau des reins déjà. On ne tape pas sur les parties génitales. On tape directement sur les membres. Les coups qui donnent les points dans toutes les disciplines, surtout en boxe arabe, c'est le coup porté sur la tête, au niveau du foie et au niveau des cuisses. Sinon, tout le corps est prêt à encaisser toutes les charges possibles. Maintenant, les coups irréguliers, c'est quand on frappe sur la ceinture, c'est quand on frappe au niveau du sexe, c'est le coup irrégulier.
qu'en est-il du corps à corps dans la boxe arabe? Explication. Partie corps à corps, c'est un travail de sac, frappe sur le corps. Ou après, tu le prends, frappe sur le coup des genoux, à l'avant ou à l'intérieur. En boxe arabe, c'est juste, si je me mets une jambe, je la saisis, et là, c'est la projection que je fais. Je laisse. C'est à un moment qu'on va chercher au sol, on travaille en reprise. Mais en boxe arabe, dès que ça a saisi, dès que la projection est faite, dès que l'adversaire est tombé, on la laisse. On ne va pas l'assommer. On ne l'assomme pas en boxe arabe. C'est en free fight qu'on va assommer à terre. Dès que l'adversaire est tombé, du coup, on se dégage. Ouais, mais le KO, ça peut être une patte, il a pris un menton. Ça peut être un middle et puis il arrête. Ça peut être un low kick et puis voilà. Le KO, c'est forcément un coup qui arrive et puis après il passe au niveau du foie et puis il s'arrête. On le compte jusqu'à 8. S'il ne peut plus se lever, c'est un KO. Plus rien ne vous échappe sur cette discipline dont le Gabon se fait le porte-étendard à travers son président Eric Ela-Bekale, le président de la Fédération africaine et des îles de boxe arabe. A bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir. Sacré Andy Essono, bien merci pour toutes ces explications. Nous allons petitement vers la fin de cette émission. Dernière question en 30 secondes, Patrick. On a remarqué que le staff technique autour des Panthères sont des nationaux. C'est un choix voulu? Bien sûr, nous avons estimé que nous avons le potentiel humain nécessaire pour justement transmettre ce message et accompagner nos athlètes, nos acteurs lors de cette compétition. Donc après, c'est un choix par rapport à la vision aussi que nous avons pour justement arriver à mettre en évidence les capacités, les potentiels que nous avons sur le plan national. Merci. Patrick Nguema Edou, je rappelle que vous êtes vice-président chargé du développement et de l'organisation de la FEGAMIF. Avec vous, on recevait également Estéville Bouya, directeur marketing et commercial de la FEGAMIF. Monsieur, bonsoir. On espère juste qu'après la compétition, on va vous recevoir ici, pourquoi pas avec des médailles. Bien sûr, avec un trophée. Et vous annoncez que nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est tout le souhait que l'on c'est tout le souhait que l'on formule pour l'équipe du Gabon. Voilà, Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous dans une semaine. Ciao, ciao.